sujet qui est en lien avec les conditions de travail puisse aussi servir à la performance des organisations. Donc, là, l'idée, c'est de vous donner quelques éléments, et notamment, puisque le thème est le document unique, l'évaluation des risques. Alors, c'est vrai que dans le contexte actuel, je vais y revenir, on en parle bien évidemment beaucoup, et de façon aussi à outiller les entreprises dans le cadre de la reprise, mais aussi de comment travailler avec les représentants du personnel, puisque, si vous voulez mettre la diapo suivante, il s'agit bien aussi de conduire la sortie de confinement, la reprise de l'activité en présentiel, ou là en tout cas le déconfinement qui va se jouer dans les semaines et les mois qui suivent, avec notamment, quand ils existent dans les entreprises, le CSE. Alors, pourquoi mobiliser le CSE sur ces sujets-là? C'est vrai que la santé au travail et l'évaluation des risques et le document unique, ce sont des objets du dialogue social. Et donc, il y a un certain nombre de règles concernant justement la contribution, la consultation, l'information, la négociation avec le comité social et économique. Et donc, avec des changements qui sont encore récents et qui sont encore en cours liés aux ordonnances travail, puisqu'il y a eu une fusion des institutions représentatives du personnel. Donc, à aujourd'hui, tout le monde, toutes les entreprises assujetties devraient avoir un CSE, ce qui n'est pas dans la réalité encore le cas. Mais disons que ça a quand même fortement bougé les lignes dans les entreprises, et y compris la notion de primauté d'accord d'entreprise, où on laisse la main aux entreprises sur un certain nombre de sujets pour négocier localement en fonction des enjeux que vous avez chacun dans vos entreprises. Alors, donc, depuis toujours et préalablement dans les entreprises de moins de 50 salariés avec les délégués du personnel, et puis dans les entreprises de plus de 50 salariés avec les CHSCT, la santé au travail, l'évaluation des risques était un sujet à mettre sur la table des institutions représentatives du personnel, à condition qu'elles existent. Alors, je vous ai fait un petit point qu'on ne voit pas très bien dans le tableau, mais vous aurez les planches ensuite qui vous seront envoyées. Tout ça pour vous dire que en Occitanie, et notamment dans le Gard, l'Occitanie à peu près similaire à ce qu'on peut trouver dans les autres départements, mais dans le Gard, il y a encore du travail à faire par rapport à la mise en place des instances, même si la période transitoire est terminée, puisque voilà, on a à peu près 60% des entreprises assujetties qui sont couvertes en région, ce qui est à peu près le pourcentage dans le Gard. Vous avez été un peu plus vite au départ en 2018 et rejoint les chiffres de l'Occitanie en début 2019, puisqu'on a les données de mars. Et ce qui pose question, c'est évidemment la dernière colonne, les 33% de carence, c'est-à-dire là où l'employeur a organisé les élections, mais faute de candidats, en règle générale, le CSE n'a pas été mis en place, voilà, pour faute de candidature en règle générale. Donc déjà, ça pose la question, voilà, sur le dialogue social par rapport à l'évaluation des risques quand le CSE n'existe pas. Sur la planche suivante, je voudrais revenir un peu sur la période actuelle. On ne peut pas, évidemment, quand on parle d'évaluation des risques et de documents uniques actuellement, on ne peut pas faire indépendamment de ce qui est demandé aux entreprises par rapport au contexte de sortie de confinement. Vous avez mis en place tout un tas de changements d'organisation avec énormément de développement du télétravail. Pour certaines activités, elles se sont poursuivies, mais avec aussi des adaptations de l'organisation du travail pour prendre en compte
les contraintes sanitaires. Donc, il y a eu beaucoup de changements dans les organisations donc, qui ont dû être mis sur la table du comité social économique quand il existe. Il y a eu aussi de nombreux ajustements, encore les derniers ce week-end, donc qui touchent le fonctionnement du CSE pour adapter justement son fonctionnement par rapport à la période actuelle. Donc, je pense notamment à l'arrêt dans cette période des je pense aussi, bien évidemment, à tout ce qui est fonctionnement à distance, réunions à distance, visioconférences, enfin, etc. Et puis, pour les derniers textes de ce week-end, les délais de consultation qui ont été fortement raccourcis pour prendre en compte les contraintes que les entreprises ont par rapport à la reprise d'activité. Dans le cadre de cette reprise, on demande justement aux entreprises de réévaluer les risques professionnels. Et si on se dit que c'est un sujet qui doit être posé sur la table du CSE, c'est concrètement comment on peut faire et pourquoi, quelle utilité. Quand on doit aller assez rapidement, le 11 mai c'est demain, quand on doit aller assez rapidement, c'est comment on fait avec nos partenaires sociaux pour que justement ça puisse être discuté au sein du CSE. Alors ce que l'on constate, c'est vrai qu'on commence à avoir des retours d'expérience de comment ça fonctionne. Beaucoup de chefs d'entreprise nous disent que c'est compliqué de faire fonctionner le CSE, surtout dans le contexte beaucoup de sujets à mettre sur sa table. Et c'est vrai que quelque part, ce que l'on constate, c'est que quand dans les entreprises, il y avait un dialogue social fluide, on va dire entre guillemets de qualité, et bien quelque part ça a été utile dans cette période-là. Et là où le dialogue social était un petit peu plus poussif, ça a des impacts et ça peut justement poser des difficultés par rapport aux différentes formes de dialogue qu'il doit y avoir dans cette période. Puisque le dialogue se situe à différents niveaux. C'est non seulement le dialogue que vous pouvez, vous, avoir avec vos équipes en direct, mais c'est aussi le dialogue, évidemment, avec les représentants du personnel. Et il y a un cadre, même s'il a un petit peu bougé dans ces derniers textes, ordonnances et décrets, voilà, il y a un certain nombre de règles à mettre en place. Et puis, il y a le dialogue aussi entre représentants et salariés, qui est aussi très utile dans la mesure où il permet de vous remonter à vous, employeurs, un certain nombre de difficultés qui sont rencontrées par les équipes et qui ne vous remontent pas toujours via la ligne hiérarchique, l'encadrement, etc. Voilà. Et donc, le lien entre élus et salariés et aussi le dialogue entre eux est aussi, moi me semble-t-il, à prendre en considération dans l'organisation du CSE aujourd'hui. Alors, peut-être dans la diapo suivante, quelques pistes justement pour rendre utile, facile, fluide le dialogue social actuellement. Et ça, c'est plutôt à partir de pratiques d'entreprise que je parle et moins théoriquement. Bon, vous avez un certain nombre de sujets d'informations à donner au CSE et notamment tout ce qui est de l'ordre de la santé au travail, de l'évaluation des risques, mais aussi de l'ordre des changements d'organisation. Et on va le voir dans le cadre du déconfinement, il y a peut-être, enfin, voilà, ça peut intervenir à différents moments de ce plan, on va dire, de déconfinement. Donc, c'est aussi peut-être partager les enjeux avec vos représentants du personnel, parce que quand on partage les enjeux, c'est plus facile après à chacun de pouvoir avoir un point de vue et en discuter. Ça, c'est évident. C'est comme quand dans un processus de négociation, alors par exemple sur le temps de travail, ou sur le télétravail, puisque c'est tout à fait d'actualité, c'est plus facile d'avoir un cadre de référence commun pour que chacun puisse ensuite exprimer son point de vue sur le sujet. Mais c'est aussi partager les difficultés. Il y a des difficultés qu'il est bon à faire connaître aux représentants du personnel pour trouver ensemble parfois les meilleures solutions, et notamment dans le cadre de cette reprise. Il y a aussi des difficultés qui peuvent être mises sur la table par les élus via les échanges qu'ils ont pu avoir avec les salariés. Deuxième piste, évidemment, c'est tout le travail à distance qui doit être organisé. Alors,
peut-être un peu moins dans le cadre de après le 11 mai, mais étant donné que le télétravail est toujours voilà, la norme, on va dire, en tout cas une forme d'organisation qui doit être facilitée, bah, c'est comment organiser au mieux à la fois les réunions, mais aussi la régulation avec les organisations syndicales quand elles existent, entre les élus et vous, l'employeur avec les élus. Donc là, on voit beaucoup, par exemple, de chefs d'entreprise avoir des temps hebdomadaires, voire beaucoup plus nombreux selon l'actualité, avec les représentants du personnel, de l'organisation de réunions à distance ou de présentiel, mais avec pas forcément l'ensemble des membres. Enfin, voilà, il y a un certain nombre d'organisations à réfléchir. Favoriser le lien, j'en ai parlé assez rapidement, entre salariés et représentants. Ça peut passer par exemple, la mise à disposition des coordonnées des salariés auprès des élus. Ça, c'est des choses qu'on voit beaucoup dans les entreprises pour qu'il puisse y avoir de l'échange un peu fluide entre eux. C'est faire participer les élus au CSE au plan de reprise, mais ça, on va le revoir en fin d'intervention. Et puis, adapter le fonctionnement du CSE si nécessaire. Peut-être qu'il va y avoir besoin de plus de ressources, par exemple de contact avec le médecin du travail, enfin, etc., pour avoir un point de vue complémentaire. Peut-être qu'il va y avoir du travail d'enquête ou on va dire, d'analyse des difficultés, de recueil d'informations qui va demander un peu plus de temps que d'habitude. Et donc, voilà, peut-être qu'il va falloir adapter la temporalité des réunions, voire dans certaines entreprises, on le voit, les heures de délégation, etc., etc. Prévoir en amont le suivi du plan, c'est-à-dire que, évidemment, ce n'est pas en un coup. On est dans des organisations du travail où il va falloir être très agile et donc, on a tous le droit à l'erreur et avoir des remontées d'informations sur comment l'application des règles que vous allez fixer sur le déconfinement se met en œuvre, rectifier, réajuster. Ça nécessite d'avoir voilà, le suivi de toutes les instructions qui pourront être et des changements d'organisation qui pourront être décidés. Et donc, du coup, c'est comment on prévoit en amont le suivi des mesures qui vont être prises. Ne pas hésiter à mobiliser les ressources externes. Les services de santé au travail sont très mobilisés actuellement. Donc, les services de prévention de la CARSAT également sont mobilisés pour aider les entreprises à trouver les meilleures organisations. Et puis, envisager alors, les sujets à traiter à terme, fonctionner en priorité. On ne peut pas tout faire d'un seul coup. Et parfois, il y a des sujets qui peuvent rentrer dans le champ de la négociation plus à froid. Je pense notamment, par exemple, au télétravail qui a été dans beaucoup d'entreprises mis en place dans l'urgence et qui pourra, dans un deuxième temps, faire l'objet voilà, d'un travail, d'un accord, justement en prenant en compte toute l'expérience de cette période un peu inédite. Alors, pour finir et pour être aussi très concret sur les échéances à venir auxquelles doivent faire face les entreprises, alors évidemment, on a des situations qui sont très différentes les unes des autres, mais globalement, beaucoup ont été en télétravail, voire en chômage partiel. On voit bien que la reprise voilà, ne va pas se faire d'un seul coup. Il y a beaucoup de tâtonnements à prévoir. Et donc, du coup, je m'appuie aussi sur les protocoles qui viennent de sortir ce week-end de déconfinement, donc mis en place. Vous avez ici les liens des ressources qui me semblaient le plus utiles dans la période par rapport à la démarche à mettre en œuvre, et notamment donc les protocoles de déconfinement, mais aussi les fiches outils et les guides sectoriels qui sont publiés au fur et à mesure par le ministère du Travail, des guides élaborés par les fédérations professionnelles et qui s'adaptent en fonction des secteurs d'activité. Mais globalement, ce qu'on peut se dire, c'est que il me semble en tout cas très intéressant dans la période actuelle pour les chefs d'entreprise de ne pas travailler seuls. Ça, c'est quelque chose qui est important parce que voilà, c'est quand même un sujet qui est un peu inédit pour tout le monde. Donc, de ne pas travailler seul dans l'entreprise, mais aussi en mobilisant d'autres ressources éventuellement. Et puis, d'y aller étape par étape. Et donc, voilà, la démarche qui vous est proposée ici, alors c'est un petit peu petit, mais vous aurez l'occasion de le revoir dans les diaporamas, le diaporama envoyé, mais l'idée, c'est
en tout cas de se dire comment on va travailler pour définir les meilleures solutions. Ça me semble être important. Et c'est là où on fait le lien avec le dialogue social et les membres élus au CSE peuvent être tout à fait impliqués dans la démarche, même si, bien évidemment, toutes les décisions et la coordination et les responsabilités en reviennent au chef d'entreprise, mais de se dire avant de savoir quel type de masque il faut porter ou quel pourcentage des salariés vont être encore en télétravail, etc. Avant tout ça, de se dire comment on va travailler pour trouver les meilleures solutions. Donc, c'est un peu voilà, structurer la façon dont on va travailler pour ça. Passer par un état des lieux de comment se sont passées les dernières semaines, parce que ça permettra de mettre au pot commun, on va dire, un peu toutes les difficultés qui ont été rencontrées par les salariés, mais aussi par l'encadrement. Et puis partager, quand je disais tout à l'heure partager un cadre de référence, ben là c'est la même chose. On n'est pas tous voilà, au fait des risques, des expositions aux risques en général au Covid-19, mais en tout cas, il y a un certain nombre d'informations essentielles à partager et notamment en matière de risque d'exposition et en matière aussi de précaution. Donc tout ça, on le voit aussi sur notamment le site du ministère. Donc voilà, de partager tout ça avant de se dire ce que l'on va mettre en place, ça me semble tout à fait intéressant. Ensuite, définir, on va dire, le plan de sortie de confinement, c'est-à-dire d'une part analyser les conditions de reprise. On voit bien que les choses vont se faire petit à petit et dans vos activités, dans les activités de vos entreprises, il y a des activités qui sont essentielles, indispensables et d'autres qui peuvent être reportées. Et donc, c'est pas mal de commencer par se poser la question de qu'est-ce qui est essentiel et indispensable en présentiel, en télétravail, etc. De quelles compétences j'ai besoin pour pouvoir justement réaliser ces activités. Et puis, en face de ça, quelle est la situation de l'ensemble des salariés de l'entreprise? Il y a des salariés qui sont en arrêt, alors qui sont au chômage partiel, voilà, qui ont des difficultés par rapport à la garde des enfants, qui ont aussi des problématiques de santé qui fait que voilà, de travailler en présentiel n'est pas du tout indiqué. Donc voilà, il y a de l'absentéisme, et donc du coup faire le point sur l'ensemble de la situation pour évaluer un peu les forces vives que vous avez en face des besoins des activités essentielles, de définir les modalités et l'organisation du travail en privilégiant voilà, un certain nombre de choses qui nous ont été données par le Premier ministre, c'est-à-dire favoriser le télétravail, c'est-à-dire favoriser aussi, enfin travailler sur le temps de travail pour faire en sorte, par exemple, que les salariés n'arrivent pas tous en même temps le matin, enfin voilà, des choses comme ça. Et puis de pouvoir aussi voilà, les modalités d'information des salariés par rapport aux mesures que vous prenez, de réfléchir aussi au rôle de l'encadrement. Alors, je vois, puisque je suis dans l'expertise des guides des fédérations actuellement, il y a beaucoup de guides qui prévoient par exemple des temps avec de l'encadrement avec les équipes en début de journée pour faire le point, en fin de journée également. Enfin, voilà, d'essayer de développer les espaces de discussion pour avoir en temps réel les difficultés, connaissance des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des activités. Et puis, voilà, prévoir aussi les dispositifs pour le suivi des salariés, les stocks de protection individuelle, enfin, etc. D'en définir le plan, mais je vais laisser mes deux collègues en parler ensuite, c'est aussi la réévaluation des risques professionnels, voilà, et avec l'idée de pouvoir prendre en compte toutes les activités, même celles qui sont moins fréquentes, en suivant un peu le parcours du salarié du début jusqu'à la fin de sa journée de travail pour ne pas oublier un certain nombre de risques liés au Covid, mais aussi d'autres risques professionnels qu'il ne faut pas oublier. Ensuite, dans la troisième étape, c'est la mise en œuvre du plan et notamment la mise en œuvre de toutes les actions. Je vous en ai cité un certain nombre, mais il y en a beaucoup d'autres. Et puis, bien évidemment, informer et former à la fois l'encadrement, les salariés et puis le CSE au fur et à mesure. Voilà. Dernière étape, bien sûr, suivre et réajuster le plan en fonction
en fonction on va dire, des actions et des difficultés rencontrées, et puis aussi de tout un tas d'informations qui peuvent vous arriver et donc du coup vous conduire à faire évoluer les actions mises en place. Alors, peut-être pour finir, et moi je pense que ça c'est un bon guide pour l'action, pour définir quelle action il est nécessaire de mettre en œuvre, c'est de tout simplement s'appuyer sur les principes généraux de prévention qui sont la diapo suivante, parce que ça fonctionne depuis des dizaines d'années, mais encore c'est tout à fait d'actualité dans la période actuelle, dans la période de crise. C'est-à-dire que vous voyez l'instruction, quand on prend ces principes généraux de prévention qui guident en fait toute politique de prévention dans l'entreprise, il y a un ordre qui a été donné par le législateur, et ce n'est pas n'importe quel ordre. Et quand on voit par exemple que les mesures de protection individuelle, c'est-à-dire les fameux masques, FFP2, enfin, etc., tout ce que l'on veut, les gants, etc., c'est la numéro 8. Et bien avant la numéro 8, il y a tout un tas de choses à faire. Et d'être guidé par le fait qu'il vaut mieux éviter les risques. Et là, je prends un exemple, le télétravail. On va éviter le risque d'exposition dans les différentes activités. Quand on ne peut pas le faire parce que le zéro risque n'existe pas, il faut être réaliste, eh bien, on va évaluer ce risque. C'est là où ça donne le document unique à toute son utilité, est un véritable outil de pilotage, et notamment dans cette période-là. Et puis ensuite, dans les mesures de prévention qu'on peut mettre en place, la première, c'est combattre le risque à la source. Alors voilà, ensuite, c'est adapter le travail, c'est aller du côté de l'organisation du travail, des méthodes de travail, etc. Alors, tenir compte de l'état d'évolution de la technique, bien évidemment, ça peut être à travers les moyens de protection, ça peut être à travers les outils de travail, mais ça peut être aussi au fur et à mesure qu'on va en savoir plus sur le Covid-19, hein, ça peut être ça. Vous voyez, donc le sens donné par les principes généraux de prévention qui existent depuis des dizaines d'années, je pense que c'était intéressant de se le remémorer justement pour trouver les bonnes solutions par rapport à la période que nous vivons actuellement. Très bien. Merci Catherine pour ces explications claires et concises et qui expliquent bien le contexte de notre collaboration. Avant de passer la parole à notre deuxième intervenant qui lui va nous expliquer et va nous aider à trouver les moyens. Je voulais simplement répondre à Swan qui sollicitait par rapport à un accès au replay. Alors, j'ai tenté de lancer un enregistrement tout à l'heure qui n'a pas fonctionné. Donc, je vais tenter à partir du deuxième intervenant de le faire, mais en tout état de cause, vous aurez les PowerPoint de l'ensemble des participants très rapidement après la fin de la réunion. Donc, oui. Je voulais, parce que je voyais dans le chat une question précise par rapport aux réunions de CSE. Voilà, donc tout à fait, mais je l'ai noté. On tentera d'y répondre à la fin. Je pense quand même on y répondra à la fin, mais elle est bien notée. Aucune inquiétude. Bien, donc du coup, je vais passer la parole à Marc-Antoine. Marc-Antoine, c'est à toi. Merci Xavier. Le son est toujours bon? Tout le monde m'entend? Oui, pour moi le son est bon. Je prends juste quelques instants pour changer. Pas de souci. Alors, pendant que tu changes la diapo, je prends juste une minute pour me présenter. Marc-Antoine Pierret, consultant. Ça fait 20 ans que je travaille dans la qualité. La qualité, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la satisfaction du client. Ça repose sur une norme internationale qui va structurer l'entreprise pour lui permettre de répondre de façon régulière, avec toujours le même niveau de qualité à ses clients. J'ai eu d'autres vies avant. J'ai travaillé dans l'hôtellerie, en société de services informatiques, en industrie aussi. Depuis, j'ai travaillé dans le BTP. J'ai des clients BTP d'ailleurs. J'interviens sur l'amiante, qui est un peu un thème particulier et qui vient aussi en friction avec le Covid à l'heure actuelle, avec d'autres métiers comme l'imprimerie, etc. Donc ma mission aujourd'hui, et que j'ai acceptée, est de vous présenter ou représenter, pour ceux qui connaissent déjà, un document unique, essayer de faire simple,
avec les moyens du bord, puisqu'il existe pléthore de logiciels aujourd'hui qui permettent de faire ce genre de choses. Xavier, as-tu réussi à partager? Ah, parfait, super. Voilà. Ce sera la seule partie théorique. Je m'en excuse à l'avance, mais c'est un petit peu le passage obligatoire. De faire un petit point un peu sur la législation. D'ailleurs, l'obligation du document unique existe depuis le 5 novembre 2001. Ça fait déjà quelques années. L'obligation de l'employeur est effectivement le premier point, le premier article qui est cité, le L4121, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ce qui est intéressant déjà dans la première ligne, c'est qu'on aborde la santé mentale, on ne reste pas sur la santé physique. Donc ici, on aborde tout le côté risques psychosociaux par cette phrase-là. Ensuite, l'article parle de mesures, et ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Comme Madame Levrat le soulignait justement, la mise à disposition des EPI, c'est juste un point dans la mise en place des mesures de prévention générale. Donc là, c'est déjà histoire de brosser un petit peu ce que le Code du travail dit sur le sujet. Les 9 principes de prévention qui viennent d'être évoqués, je ne vais pas m'étendre dessus. Tout de même, les 2 premiers sont les plus importants. Le premier, c'est du bon sens paysan, c'est le petit dessin qui est en haut à droite de ma diapo, à savoir éviter les risques qui peuvent être évités. Si vous ne vous exposez pas, il n'y aura pas de risque. Le deuxième, c'est celui qui va poser un peu le document unique en disant évaluer les risques qui ne peuvent être évités. Donc c'est là-dessus que nous allons travailler aujourd'hui. Le risque, un article suivant, le troisième, c'est l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. L'employeur met en œuvre des actions de prévention. Il y a tout ça dans l'article, je vous fais grâce de lecture de tout l'article. Et donc, on voit bien qu'il y a une évaluation et des moyens à mettre en place derrière. On va donc avoir une première partie qui va être l'évaluation des risques, la transcription de ces risques dans le document unique, et ce document unique devrait nous permettre à terme d'avoir un plan d'action et donc de mettre en œuvre des actions de prévention. Voilà. Entre autres articles, c'est le 41-21 qui parle de la transcription de l'évaluation des risques, ce qui fait que cet article pose 2 choses différentes, à savoir qu'il y a l'évaluation d'un côté et le document unique dans lequel on transcrit l'évaluation qu'on en a faite. De mon expérience, de ce que j'ai lu, le document unique, on fait l'évaluation et on ne refait pas un autre document dans lequel on va transcrire. En gros, un seul document va permettre d'évaluer et de mettre en place les actions ensuite dessus. Sur les obligations du chef d'entreprise, on va en rester là. Par contre, il y a 2 articles qui sont toujours à mettre en face de l'obligation de l'employeur, à savoir les obligations du salarié qui sont citées. Le 41, 21, 22, 1, l'obligation du salarié de prendre soin de lui et des autres, c'est une obligation. Il ne peut pas laisser passer le fait qu'un collègue fasse quelque chose qui est à l'encontre des consignes pour lesquelles lui-même a été formé. Donc, ce qui va dans le sens de ce que disait d'ailleurs la première intervenante, que dans l'entreprise, tout le monde est concerné. Ce n'est pas juste l'employeur qui fait la prévention ou Monsieur Sécurité qui s'en occupe, c'est le rôle de tout le monde. C'est une application constante. Xavier, s'il te plaît. On va attaquer un peu plus le vif du sujet, comment mettre en place un document unique. Il n'y a pas de règle absolue, c'est un petit peu comme chacun souhaite. Maintenant, on retrouve des constantes qui vont permettre de faire une évaluation objective des risques. Première chose, ça va être d'établir, comme c'est écrit, la liste la plus large possible de tous les risques possibles et imaginables. On ne va pas faire le distinguo entre risque et danger, même si on sait que le risque, c'est quand il y a un homme et un danger dans le même espace, et forcément, le risque de survenance d'accident. Ces risques vont être relativement larges. Dans certaines activités, on aura plus des risques mécaniques physiques, notamment dans l'industrie ou dans le BTP. Dans d'autres activités, comme je pense le monde des imprimeurs, le nettoyage, il y a le risque chimique. Les risques biologiques qui aujourd'hui vont se retrouver forcément au cœur de la question. Le risque qui est radiologique, qui finalement
devrait pas concerner grand monde. Or, il se trouve que quand on aborde cette question, on va tomber sur le phénomène du radon, pour citer un exemple. Et le radon, c'est quelque chose qui, pour nos voisins de Lozère, devrait les concerner. Il devrait avoir une ligne sur le radon pour l'évaluation. Il y a des cartes au niveau national qui permettent de situer justement géographiquement si vous êtes concerné a priori ou pas, et ce qui vous permet de mettre l'évaluation de côté ou la prendre à votre compte. L'évaluation se fait par unité de travail. Alors l'unité de travail, j'ai mis la définition de l'ARACT, c'est en fait une activité qui va être homogène. Quand quelqu'un va aller faire une tâche, s'il doit utiliser 3 machines, ça va être le passage sur ces 3 machines. Vous n'êtes pas obligé de distinguer une machine ou de faire une unité de travail par personne. Il faut qu'il y ait une cohérence, sachant que plus l'entreprise est petite, plus le personnel est polyvalent. La dernière ligne, c'est la trame du document unique que je vous propose. C'est un exemple, et j'ai vu que mon confrère qui interviendra après moi présentera une trame similaire. On identifie les risques de danger, enfin les risques ou les dangers. Je mets risque ou danger parce qu'il est parfois un peu difficile de distinguer l'un de l'autre, et ce n'est pas l'objectif de faire de la théorie aujourd'hui. La description du risque dans l'entreprise. Ensuite, on va faire une cotation sur la fréquence d'exposition à ce danger. On va le multiplier par la gravité en cas de survenance d'accident. Il va y avoir une cotation. Ça va donner un chiffre global pour le risque. Et ensuite, on va pouvoir lister les moyens de maîtrise de ce risque. Et quand ces moyens de maîtrise sont mis en œuvre, le chef d'entreprise peut réajuster sa cotation en disant, voilà, dans mon entreprise, après application des moyens de maîtrise, j'estime avoir fait le maximum, que le risque a peu de probabilité de survenir. En gros, sur cette trame-là, le risque que l'on voit dans la colonne risque est le risque le plus grave possible quand je ne fais rien. Je reprends pour être un peu plus clair. La description du risque, c'est quand je vais exposer mon personnel, et il va ressortir avec une cotation qui va dire c'est dangereux si je ne fais rien. Or, je mets des moyens de maîtrise, et ces moyens de maîtrise vont me permettre de diminuer le risque, et je refais la cotation avec ma maîtrise appliquée qui me permet de diminuer. Ça va, on verra après que c'est un moyen de manager sa prévention en entreprise. Xavier, s'il te plaît. Sur cet exemple-là, je vous donne une cotation de fréquence et de gravité. L'intérêt d'utiliser une échelle exponentielle pour faire la cotation des risques, c'est que ça permet d'avoir un résultat discriminant. Si on se retrouve avec des risques qui ont tous le même niveau de dangerosité, je dirais d'occurrence, de probabilité, on va pas pouvoir les traiter. Or, le document unique, c'est un outil. Le plus simple, c'est de le faire sur un tableur. C'est ce que tout le monde fait globalement. L'exemple que j'ai pris ici, j'en ai cité 2. Donc, le premier, c'est le risque incendie dans des bureaux, un risque au siège. En utilisant la fréquence, le personnel de bureau, mettons que ce soit l'UT1, l'unité de travail 1, y est exposé de façon continue toute la journée. Donc, l'unité de travail 1 à droite est notée à 10 pour sa fréquence, qui est reprise de l'autre côté. Et la gravité, en cas d'incendie dans les bureaux, c'est pas qu'il y ait une personne, c'est qu'il y ait plusieurs personnes qui soient coincées dans un bureau et qui décèdent. Donc on est bien sur la gravité qui est catastrophique, plusieurs morts. On arrive avec une cotation qui sort à 400 et qui va donner un résultat après, que l'on verra sur la diapo suivante, mais pas tout de suite, d'une probabilité assez importante. Le fait donc d'avoir des résultats discriminants qui vont pouvoir avoir des chiffres forts sur la cotation des risques va permettre de faire un tri sur ces risques-là et de donner les moyens à l'employeur de définir son plan d'action et ses priorités. On va traiter en priorité les risques les plus graves. Donc sur cet exemple d'incendie, moyen de maîtrise, dans l'exemple, ce sont les extincteurs qui vont être disposés dans les bureaux en fonction des risques et de la nature de chaque fois. Sur la salle informatique, vous allez plutôt mettre du CO2 plutôt que de la poudre. Là, vous êtes sûr de changer tout votre équipement informatique si vous utilisez ça. Ainsi, la formation incendie pour tout le personnel.
quand vous mettez des extincteurs et que vous formez votre personnel à utiliser ces extincteurs, que vous renouvelez les formations régulièrement des personnels à la manipulation de ces extincteurs, vous commencez à avoir fait quelque chose d'intéressant. Si en plus vous faites des exercices d'évacuation incendie, votre maîtrise du risque est plutôt à un bon niveau. Donc là, vous voyez, dans le plan d'action qui est à droite, on a mis la formation du personnel, ainsi qu'un suivi pour les formations. Ça, on va le voir un peu plus tard, mais quand vous faites votre document unique, vous allez forcément prendre en compte les différentes obligations réglementaires qui incombent au chef d'entreprise. Et en mettant en avant ces formations réglementaires, vous allez vous rendre compte qu'il va falloir suivre un petit peu tout ça. Alors, plutôt que de le faire de façon désorganisée, le document unique permet de regrouper toutes ces obligations et de les traiter de façon constructive. Donc là, on a un fichier formation. Ce sont des exemples tirés d'une entreprise sur laquelle j'interviens, où on suit l'ensemble de toutes les vérifications qu'il peut y avoir à terme, ainsi que toutes les formations, histoire de ne pas laisser un loupé arriver. La plupart du temps, les entreprises attendent que ce soit le vérificateur qui les contacte pour venir faire sa vérif, qui est généralement annuelle. Or, il peut y avoir des loupés. Et pour éviter ce genre de loupés, et donc se retrouver avec une responsabilité qui soit engagée, mieux vaut maîtriser soi-même ses obligations réglementaires. Or, dans le document unique, on fait apparaître beaucoup d'obligations. Le deuxième exemple concerne justement la grippe H1N1 telle qu'elle est apparue en 2019, la grippe de Madame Bachelot. Donc, sur cette entreprise, elle a mis en place des masques FFP2 et du gel hydroalcoolique qui étaient déjà les mesures prises à l'époque pour régler la crise sanitaire. Il y avait aussi un plan de continuité d'activité qui a été rédigé, que j'avais rédigé à l'époque. Et on voit dans le plan d'action le suivi des dates de validité ainsi que celui du stock. Aujourd'hui, on s'est aperçu que dans bon nombre d'entreprises qui avaient mis en place des mesures sur la grippe H1N1 en 2009, le suivi des stocks n'a pas forcément été fait. Il restait quelques masques et quelques bouteilles de gel hydroalcoolique, donc c'est un point d'amélioration qui a été noté et qui va permettre de ne plus se louper les fois d'après. C'est une démarche itérative, c'est une démarche d'amélioration constante. Xavier, s'il te plaît. Excusez-moi, j'apprends un nouveau métier moi aussi, donc j'ai un peu de retard de temps en temps. Je te remercie. On voit ici à gauche un exemple de document unique sur lequel on a masqué la colonne de cotation et qui permet de faire ressortir avec un code couleur automatique qui, en fonction de la grille qu'on a vue juste avant, les dangers dans l'entreprise. Donc on voit la première colonne toute seule au milieu qui part rouge, orange, rouge, c'est la cotation du risque quand je ne fais rien. Ensuite, on a le moyen de maîtrise et on voit à droite une nouvelle cotation après application des moyens de maîtrise. Et là-dessus, c'est pareil. Donc, le chef d'entreprise peut appliquer une cotation qui lui permet de dire finalement, je leur ai donné des consignes, mais ils ont la tête plus dure que le bois, ils continuent à en faire qu'à leur tête, donc ça aggrave mon risque, ou au contraire, ils appliquent et là, ça va diminuer mon risque. L'autre moyen aussi de faire vivre le document unique, c'est de faire remonter les accidents du travail. Si vous êtes encore plus performant, de faire remonter les presque accidents, les situations dangereuses, enfin tout ce qui n'a pas donné lieu à un accident, mais qui aurait pu. Une petite définition qui est pas mal du presque accident, c'est un accident qui n'a pas eu de chance. En gros, l'accident n'a pas eu lieu, mais la seule différence entre l'accident et le presque accident, ça se limite parfois au hasard. Sauf que quand on fait une analyse des causes d'un presque accident, on s'aperçoit qu'il y a eu beaucoup de facteurs qui ont été mis en cause et que l'accident aurait très bien pu survenir. Donc, il y a certaines choses à prendre en compte aussi. Donc, on voit ici que sur le document unique à gauche, permet de communiquer de façon visuelle. On a les unités de travail. Généralement, dans les PME et les TPE, les gens sont plutôt polyvalents et passent souvent d'un poste à un autre. J'ai exemple dans le BTP où un chauffeur va aller filer un coup de main au maçon ou au poseur. On n'a jamais un seul métier, donc on est concerné un petit peu par toutes les unités de travail, telles que définies. Donc ici, connexion, voilà,
Donc ici, sur le document unique, cet aspect visuel avec le code couleur que tout le monde comprend, vert, vert clair, vert foncé, orange, rouge, ainsi qu'une cotation noire, mais là qui ne ressort pas dans l'exemple, ça permet déjà de discuter et de communiquer avec les employés sur les mesures prises dans l'entreprise et le pourquoi de ces mesures. Et il y a une justification de leur application. Le dialogue social aussi a été abordé, donc c'est un outil supplémentaire. Une fois qu'on a fait ce document unique, on va prioriser les risques, ce qui va nous permettre justement de définir le plan d'action. On ne peut pas forcément tout mettre en place du premier coup. Il y a certaines actions qui peuvent s'inscrire dans la durée, d'autres qui vont coûter des ressources ou financières ou un investissement en temps ou des ressources extérieures à aller chercher. Donc, comme tout plan d'action, on le fait sur la durée. Donc, qui fait quoi pour quand? C'est les bases d'un plan d'action. Ça veut dire qu'on va en vérifier l'efficacité régulièrement. Si on fait un point mensuel en entreprise, l'intérêt de ce genre de choses, c'est de remettre sur le tapis le plan d'action et que ça ne reste pas dans un tiroir. Le conseil que je donne aussi, c'est d'enregistrer l'évolution du document unique à chaque fois qu'on le met à jour. Ça permet de tracer l'amélioration de l'entreprise, ce qui permet, en cas de judiciarisation d'un accident, prouver la démarche de l'entreprise, la démarche d'amélioration et que les moyens de prévention ont été mis en place, et ce de façon constante et non pas juste une fois, et après on n'a plus rien fait. Le petit dessin en dessous juste montre que le document unique en fait est un peu au cœur de l'entreprise. C'est un coin du tapis. Quand on commence à tirer le document unique, on tire tout le tapis, c'est-à-dire toute la trame de l'entreprise. On va aller toucher aux équipements. Comme tout à l'heure, je parlais de vérification périodique. Il y a beaucoup de choses qui demandent de vérification périodique en entreprise, quelle que soit l'activité, que ce soit du bureau ou que ce soit une activité industrielle à risque, genre mine et carrière. On va toucher aux infrastructures, donc là on est plus dans le bâtiment. Il y a tout le côté ressources humaines aussi qui est impacté, puisqu'il y a des formations réglementaires, des autorisations, des habilitations à délivrer aux salariés, pour lesquelles il faut une gestion stricte. On a régulièrement, quand on fait des audits sur des chantiers pour des clients, des sous-traitants qui ne sont pas forcément à jour de leurs obligations. Donc c'est le genre de choses qu'il vaut mieux maîtriser soi plutôt que d'attendre que ce soit l'organisme de formation ou vérificateur qui vienne vous chercher en disant au fait, vous avez quelque chose à faire. La veille, j'ai parlé de la veille, cette veille est double, il y a une veille réglementaire à faire sur les textes qui vous concernent. Malheureusement, on voit que ça évolue très très vite. Le gouvernement sait nous faire passer les textes avant même qu'on ait pu prendre en compte les précédents. Il y a aussi une veille technique et technologique, puisque dans les 9 principes de prévention, on vous dit de tenir compte de l'avancée de la technique et de la technologie. Donc si vous avez un outil qui annule le risque ou qui est au contraire ne serait-ce qu'amoindrir le risque, c'est quelque chose à prendre en compte. Donc la veille à ce niveau-là parle de ces deux aspects. La capitalisation, c'était l'exemple des accidents du travail où vous faites remonter ces accidents dans votre document unique, ce qui vous permet déjà, quand vous les faites remonter, de voir si la ligne correspond. Si vous n'avez pas de ligne en face d'un accident, c'est qu'il y a un risque que vous avez oublié. Et ensuite, vous remettez une action, un plan d'action, et ça vous permet de vous améliorer. C'est une boucle d'amélioration permanente que les qualiticiens connaissent bien, mais dans la prévention, c'est exactement la même démarche. Sur la diapo suivante, s'il te plaît, Xavier. Alors, des conseils. Je pense que tout le monde n'a pas forcément de document unique parce qu'il est plus important pour une PME, TPE de se concentrer sur son cœur de métier. Malheureusement, le choc de simplification n'a pas encore frappé, ou en tout cas pas assez fort. Donc on est tous concernés par une gestion administrative extrêmement large, étouffante. Donc de toute façon, lancez-vous.
faites votre premier document unique si vous ne l'avez pas fait. Vous remettez-le à jour, mais ça, c'est mon collègue qui va vous en parler juste après. N'ayez pas peur d'en oublier ou de ne pas bien faire. Commencez à faire quelque chose de toute façon. Il vaut mieux avoir un document qui va tracer au moins les risques que vous avez en tête dans l'immédiat, mais faites quelque chose. Ensuite, faites simple. Ça, c'est le plus facile à dire, mais c'est le plus difficile à faire. Il existe nombre de logiciels, y compris par des organismes de prévention professionnelle qui sont à disposition pour faire l'évaluation des risques des entreprises. Vous pouvez les utiliser, je vous invite à les utiliser si vous voulez avoir une trame. Par contre, la plupart ont un souci commun, c'est qu'ils sont extrêmement redondants. Ils vont vous faire traiter l'évaluation des risques par unité de travail, ce que dit le Code du travail, sauf que vous allez refaire pour chaque unité la même évaluation sur les mêmes thèmes. Donc, essayez de faire simple, reprendre un peu une trame comme j'ai exposé ou comme Dominique va vous exposer, pour faire une évaluation globale et commune. Donc, faire simple, c'est compliqué. Donc, si vous n'y arrivez pas du premier coup, vous inquiétez pas. Demandez conseil, forcément, je vais bosser un peu pour ma paroisse, mais gardez la main. Garder la main, ça veut dire qu'il faut qu'à la fin de l'intervention d'un conseiller, d'un consultant, vous ayez votre document unique en main, que vous le soyez approprié, voilà. Il faut que ce soit le vôtre, que vous sachiez comment l'évaluation a été faite et que vous soyez capable de le mettre à jour. Je vous dis ça parce que j'ai pu croiser des documents uniques de 80 pages dans des entreprises dont le vice a été poussé jusqu'à donner une version papier et une version PDF à l'employeur, c'est-à-dire qu'il n'a même pas de version ni Word ni Excel pour pouvoir le modifier. Donc ça, si vous faites appel à un consultant, demandez-lui bien quels sont les livrables qu'il doit vous fournir et est-ce qu'il vous forme sur le document unique pour pouvoir garder la main. Ça, c'est très important pour vous. Il faut que vous puissiez l'expliquer. Si vous n'êtes pas capable d'expliquer à vos employés la cotation des risques, le pourquoi du comment, la prévention va mal passer. Planifier, forcément. J'ai un peu esquissé tout à l'heure. Vous n'allez pas pouvoir tout faire d'un coup. Ça va demander de l'énergie, ça va demander de l'argent, ça va demander beaucoup de choses. Donc, mettez par écrit ce que vous allez faire en disant « ça, j'ai pas les moyens, j'ai prévu de remplacer telle cuisinière parce qu'elle est trop dangereuse, c'est un vieux modèle, je veux changer, que mon cuistot se bouge pas. Je planifie de le faire l'année prochaine parce que mes amortissements me permettront d'en changer. » Vous le planifiez. Ce n'est pas comme si vous n'avez rien fait, vous expliquez dans votre planification qu'aujourd'hui, vous n'avez pas les ressources, que vous les aurez à tel moment. Par contre, en attendant, vous allez prendre un minimum de précautions, vous allez sensibiliser, former votre personnel en expliquant les risques. Là aussi, enregistrer, c'est-à-dire tracer ce que vous faites avec vos personnels, c'est très important. Un juriste vous dira qu'il ne vous défend qu'avec le papier que vous lui donnez. Alors aujourd'hui, il n'y a pas que le papier, il y a les photos, les vidéos. Des audits terrain aujourd'hui sont beaucoup plus appréciés avec des photos, ça parle davantage qu'avec du texte. Une photo avec quelque chose d'entouré sur le document en disant c'est ici qu'il y a un écart, et puis une petite phrase en dessous, tout le monde le lira, tout le monde le comprendra, et c'est beaucoup plus pédagogique pour tout le monde. Donc enregistrez, gardez une trace de ce que vous faites en termes de prévention dans votre entreprise. C'est ce que je voulais dire dans le fait de valoriser, de formaliser ce que vous faites. Forcément, vous êtes déjà à faire quelque chose, vous ne faites pas rien, toutes les entreprises ont une démarche, elle n'est pas toujours formalisée. Ensuite, ne vous comparez pas. Ça, j'ai pu le voir dans des entreprises d'un métier strictement identique. Leur organisation n'est jamais la même. Leurs documents uniques non plus. Les risques sont différents parce que l'organisation crée aussi des risques ou au contraire peut amenuiser ou diminuer des risques. Donc, ne vous comparez pas, mais allez chercher des idées sur ce qui peut se faire à côté. Voilà. Xavier, je te remercie. J'espère avoir été assez clair. S'il faut que je revienne un peu sur la façon dont on fait la cotation, n'hésitez pas, je reprendrai dans les questions-réponses. Merci.
Marc-Antoine. Écoutez, il nous a paru nécessaire de revenir sur cette obligation-là qui nous incombe depuis un certain nombre d'années, parce que, bon, on ne se dit pas tout, mais on a un léger pressentiment que bon nombre d'entreprises n'ont pas encore mis en place leur document unique. Donc, c'était, me semble-t-il, important, et de la part de Daniel aussi, l'organisateur de la visio, que de passer un petit peu de temps sur le DU, puisque maintenant, on va pouvoir discuter du DU, entre guillemets, qui aurait connu les modifications suite au Covid. Donc, je vais passer la parole à Dominique, qui va pouvoir nous donner ces précisions-là. C'est à toi, Dominique. Merci, Xavier. Donc, on est arrivé sur une situation où Catherine nous a expliqué la démarche et l'intérêt du dialogue social. Marc-Antoine, on a sur la table, grâce à Marc-Antoine, un document unique qui retrace la majorité des risques de l'entreprise, et on a pu les évaluer et mettre en place un plan d'action annuel. L'intérêt, c'est de mettre en place des actions et de commencer à avancer, de ne pas rester figé. La mise à jour de cet outil, même si, tu l'as dit Xavier, on peut estimer aujourd'hui qu'il y a 50% des entreprises en France, c'est à la louche, qui n'ont pas cet outil-là, ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas d'outils qu'ils ne font rien. Il y a bien des actions qui sont menées, il y a bien du dialogue, il manque parfois juste de la trace. Donc, il faut faire cet effort-là, il faudrait faire cet effort-là, de laisser une trace de tout ce qui est fait. Ensuite, si on ne fait pas grand-chose et que finalement, on se contente, et ce n'est pas péjoratif parce qu'il faut quand même travailler, de faire attention, on va chercher à quoi on fait attention et on va marquer de quelle manière on doit éviter de se faire mal. Et là, on est déjà en train d'écrire une première ligne dans un document unique qui peut-être n'existait pas. Partons du fait qu'il existe et la mise à jour est nécessaire pour la première diapo dans 3 cas précis. Annuellement, il est obligatoire. Pourquoi? Parce que les entreprises évoluent, l'organisation évolue. On a pu démarrer une nouvelle machine, on n'a pas pris le temps d'évaluer l'impact sur l'organisation, on a pu arrêter une certaine activité, donc il n'y a plus lieu d'avoir ce risque présent dans le document unique. Donc on se dit que annuellement, il est intéressant de revenir sur la relecture complète du document unique et de réajuster en fonction de la réalité du terrain. En cas d'accident, l'a dit Marc-Antoine, l'accident survient, le document unique est là pour éviter l'accident. Si un accident survient, on va se poser la question quelle a été l'origine, quel était le risque pris par l'employé, et vérifier soit le risque était prévu et l'employé a ou a pu au dernier moment appliquer les consignes, et donc on se posera des questions sur les consignes, l'adaptation et tout. Soit ce risque n'avait pas été vu et il provient par exemple d'une contrainte organisationnelle d'une coactivité soudaine et on n'avait pas pris état de cette coactivité. Donc désormais on le fait. On dira que grâce à cet accident, on aura les leçons. Ça, ce sont les 2 premiers points. Et le 3e point, c'est lorsqu'en cas d'apparition d'un danger grave manifeste, et on le voit bien aujourd'hui, c'est l'apparition du SRAS-CoV-2. Donc c'est lui le danger, c'est ce qui peut faire mal à l'homme, et le risque, c'est le Covid-19, la maladie Covid-19. Et nous allons faire en sorte, grâce à cette apparition et ce danger manifeste qui est apparu, il est clair, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui on ne sait pas, de faire en sorte que le personnel, si les intervenants, le public aussi, rentrent dans notre entreprise. Un petit problème de micro pour Dominique et une image qui s'est figée. Je pense qu'il y a un petit souci de connexion. On va patienter. Voilà, il est en train de nous revenir. Dominique, si tu peux reprendre, ça a été coupé sur la fin. À partir de quand? L'accident, ça a été vu? Ça a été entendu? Tu étais au 3e La point. remise à jour suite à l'accident? Tu étais au 3e point, d'accord. 3e point, celui du risque Covid.
D'accord, on me propose de désactiver la webcam. Il doit y avoir beaucoup de flux. Bon, on va essayer, on va voir. On va voir si ça se recoupe. Donc, un cas d'épargne. Ton micro que tu as coupé, Dominique. Voilà, c'est bon. Désolé. Ça y est, désolé. Donc, en cas d'apparition du Covid-19 qui est flagrant aujourd'hui, on doit mettre en place des actions de prévention. On passe à la diapo suivante. Deux impacts de cette maladie. Il y a un impact social, psychosocial. Comme l'a dit Marc-Antoine, on doit préserver, prendre en compte la santé physique et mentale des employés. Et on peut imaginer effectivement que le risque psychosocial, le souci, l'inquiétude liée à cette présence d'un danger permanent, potentiellement mortel, en présence au poste de travail ou dans l'environnement immédiat, connaissant aussi les répercussions familiales, connaissant aussi l'organisation due au télétravail, les gardes d'enfants à la maison et ainsi de suite. On imagine bien que cette maladie peut être à l'origine de problèmes psychosociaux qu'il faudra être à même de diagnostiquer l'évolution et d'apporter des actions. Le deuxième, c'est la pandémie, le risque pandémique, comme l'avait dit aussi Marc-Antoine, aurait pu ou sera désormais intégré dans le document unique. Il aurait pu l'être par le H1N1, aujourd'hui il le sera. Et il le sera aussi pour la prochaine pandémie qui aura lieu. Une qui arrive tous les ans, c'est par exemple la gastroentérite, et qui a des impacts pas forcément, pas évidemment pas mortels, mais malgré tout, désormais, je pense qu'on pourra faire des actions menées en termes d'hygiène pour la grippe saisonnière et la gastroentérite et d'autres pandémies. Donc, à prendre en compte cette pandémie-là aujourd'hui par le Covid-19. Donc là, on peut passer à la diapo suivante. C'est un tableau qui doit vous rappeler quelque chose, puisqu'il se rapproche fortement, parce qu'on n'invente pas rien. J'ai vu dans le flux, là, dans le flux du chat, est-ce qu'il y a des modèles? Le modèle, voilà, on peut en écrire un. On a une activité, c'est la première ligne. On dit ce qu'on fait. Qu'est-ce qui peut faire mal à l'homme? C'est le danger. Quel est le risque pour l'homme? On évalue la gravité. Dans mon cas, c'est de 1, 2, 3. On évalue la probabilité, on a le risque, et puis on a la colonne priorité. Excusez-moi On a la colonne priorité, 3, 2, 1, et on rappelle en haut, priorité 3, on accepte, on laisse comme ça. 2, il faut programmer une action. 1, c'est l'action immédiate. Et on poursuit, même chose que le précédent exemple de mon collègue, et on arrive par une action une maîtrise du risque. Là, dans ce cas-là, je pondère de 1 à 0,1 et on peut réduire le risque et à ce moment-là, on déclenche une action ou pas. Donc ça, c'était un document unique qui, on peut imaginer les différentes lignes remplies avant SRAS-CoV-2. Donc, il est apparu SRAS-CoV-2, c'est la diapo suivante. On va donc prendre en compte, par exemple, le risque psychosocial. Le danger, c'est le stress. Un des dangers, sera le stress. Il peut y en avoir d'autres sur la santé. Le risque, c'est les risques psychosociaux. On peut utiliser, on peut réfléchir, on peut discuter, mais on peut aussi utiliser des guides. Les guides, c'est intéressant. L'Institut national pour la recherche de la sécurité a édité un guide qui s'appelle ED 6140, que l'on peut télécharger facilement, et qui permet d'évaluer le risque psychosocial. Imaginons qu'à l'issue de cette évaluation, on trouve un risque brut de 4. Voilà. C'est une valeur que l'on décide de nous, de risque brut. Et que la priorité, pour un 4, on met une priorité à 2, on doit faire quelque chose. Alors, on fait quoi? On va le réduire par du dialogue social, par de la communication, par des prises en compte, par de la communication active, par exemple, et de l'écoute active, qui a pour effet d'apporter un correctif de 0,5, qui fait chuter le risque psychosocial à 2. Et à ce moment-là, on dit, si on maintient le dialogue social et les actions menées, les réunions, les prises en compte des problèmes,
on maintiendra ce risque à 3. Donc ça, c'était un risque RPS, par exemple, qui était traité avant le SARS-CoV-2. Imaginons maintenant, c'est la diapo suivante, le SARS-CoV-2 arrive. On peut penser que dans la tête de chacun, y compris la mienne, le stress a augmenté. Et si on réévalue au travers de cette grille d'évaluation ED6140, de 4, on peut penser qu'il va augmenter. Et imaginons qu'on passe de 4 à 6. Donc, autant le 4, on pouvait appliquer des consignes, on tombait à 2. Le 6, même si on applique les consignes, on ne tombe qu'à 3. Et 3, on nous dit qu'il faut quand même faire quelque chose. Donc, il va falloir ajouter du dialogue, modifier son dialogue social et ses actions que l'on va pouvoir mener, réorganiser sur la réorganisation et le travail décalé et tout ce que l'on peut voir comme plan de reprise d'activité, pour faire en sorte de faire chuter à nouveau cet impact du risque psychosocial. Voilà, donc il va augmenter certainement, il va falloir modifier ce que l'on faisait aujourd'hui en termes de maîtrise des risques psychosociaux. Ça, c'était pour la partie santé mentale. Et on peut arriver immédiatement après sur la diapo suivante et là, il n'y a pas d'évolution, il y a une apparition du SARS-CoV-2. Donc, on oublie ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, c'est une autre ligne. Le danger, c'est SARS-CoV-2. Le risque, c'est la maladie. La gravité, elle est maximale, elle est mortelle. La probabilité, elle est maximale. On termine sur un risque brut de 9. Et il faut aujourd'hui mettre en place rapidement des actions. Donc, priorité 1. Dans le plan d'activité, ce dont on a parlé au début aussi, il y a aujourd'hui plus de 45, presque 50 fiches métiers qui nous permettent, en les suivant, d'établir et d'écrire des procédures propres à notre activité, à notre entreprise, dans le but de réduire la probabilité de l'accident, de la maladie. Donc le but, ce n'est pas de réduire la gravité, parce que ce n'est pas nous qui la décidons, et l'idée, c'est d'éviter l'impact du SRAS sur l'humain. Donc cette procédure Covid-19 qui restera à écrire, on peut s'appuyer sur ces fiches métiers et aussi sur des aides externes et du bon sens aussi, qui restera à écrire, devra nous permettre de réduire et de ramener le risque résiduel, la colonne R, risque résiduel, à un niveau réduit, qui resterait à 3. Et la priorité, on la laissera, malgré tout, je préconise qu'on la laisse à 2, même si elle pourrait passer à 1, si on estimait que 3, ça valait une priorité de 1. C'est-à-dire qu'il faudra rester à l'affût des évolutions, à l'affût des écarts que l'on pourrait, qui pourraient être occasionnés de l'utilisation des masques lors de réunions, pour faire en sorte, pour ne pas baisser la garde, parce que malheureusement, si on pense que grâce à une procédure, ça fonctionnera bien, il se peut que des dérapages arrivent. Voilà, donc pour éviter la maladie Covid-19, mettre en place une procédure décrite. Donc la mise à jour du DEU, pour moi, je l'établis sur une seule ligne. Il va falloir écrire la procédure Covid-19. La particularité du Covid-19, c'est que l'employeur n'a pas une obligation de résultat, contrairement aux autres risques. Face à un risque électrique, l'employeur doit faire en sorte que le personnel ne s'électrise pas. Face au Covid-19, l'employeur doit mettre en place le maximum de moyens pour que l'employé ne rencontre pas le Covid-19 sur le poste de travail. Pourquoi? Parce que le Covid-19 est présent à l'extérieur de l'entreprise. Donc, il y a une obligation de moyens. Les moyens connus permettant d'éviter la propagation et la contamination doivent être présents au poste de travail. Moyens organisationnels, décalage des horaires, par exemple. Moyens techniques, on met en place des systèmes qui évitent qui maintiennent la distanciation. Et des moyens humains, avec de la formation, par exemple, nommer un référent Covid-19 dans chaque endroit, sur chaque chantier ou dans l'entreprise, qui aura à même d'apporter son œil supplémentaire en soutien aux chefs d'entreprise. Voilà pour les particularités de Covid-19. Je vois des questions qui arrivent, on y reprendra. La prochaine diapo, je pense qu'on arrive.
La conséquence de la mise en place d'une procédure Covid-19, c'est la réduction et la maîtrise du risque Covid-19 le mieux possible. L'impact peut être aussi, donc ça c'est positif, il peut y avoir un impact vu comme négatif parce qu'il va falloir travailler différemment, donc modifications organisationnelles, et ces modifications organisationnelles pourraient introduire d'autres risques ou une variation des niveaux de risque. Donc il sera nécessaire d'ausculter à nouveau le DUER, le document unique, de manière à repositionner éventuellement certains risques si nécessaire. Par exemple, quelque chose que l'on portait à 2, peut-être qu'aujourd'hui, on va se dire, on va éviter de le porter à 2. Donc, si on ne le porte pas à 2, il va apparaître d'autres risques. Une modification organisationnelle à ne pas oublier, qui peuvent faire évoluer les risques dans le DU. Voilà, je pense que je suis arrivé au bout. Voilà, pour me joindre. C'est le moment, Xavier, je pense, des questions-réponses. Merci. Merci, Dominique. On va terminer pour le diapo. Merci beaucoup. Bon. Je ne ferai pas de commentaires sur quelque chose qui devait être fait depuis longtemps, mais purée que c'est dur d'être chef d'entreprise de nos jours quand même. Juste, alors dans les questions, on en a quelques-unes que j'ai relevées sur le chat. J'ai une question de Sophie Vanek a posé 2 questions. Il me semble qu'il y en avait une qui concernait une trame de DU. Je crois avoir vu passer la réponse, mais elle va nous le dire. Et une autre question sur les salariés qui doivent sortir et rencontrer du public. Sophie, si tu veux apporter une précision à ta question, je te laisse ouvrir le micro et le faire. C'est le petit bouton. C'est bon. Bonjour Sophie. Alors malheureusement, on ne t'entend pas. Si. Vas-y Sophie. Tu peux parler Sophie, on t'entend. Non. Bon, manifestement ça ne fonctionne pas. Alors Sophie avait posé une question sur une trame de DU. Marc-Antoine a donné quelques éléments et me semble-t-il, le DU, on l'a bien compris, quelque chose qui doit se faire en relation avec les salariés en fonction de son activité, donc il ne peut être que personnalisé. C'est en tout cas mon avis sur la base. Et l'autre, c'était une question sur les salariés qui doivent sortir et rencontrer du public. Alors, lequel de nos intervenants souhaite répondre à ces 2 questions ou à cette question? Moi, je veux bien. Donc, un salarié qui rencontre du public, c'est comme si le public venait à l'intérieur de l'entreprise. Aujourd'hui, on connaît les règles, on doit limiter le transfert d'une personne à l'autre. Un salarié qui va rencontrer du public doit se protéger par un écran anti-postillon au minimum et ne pas s'approcher d'un public à moins de 1 ou 2 mètres. Et si ce public a un écran anti-postillon, effectivement, il pourra rentrer et se rapprocher un peu plus. On doit maintenir les règles, c'est éviter d'exposer la personne au danger potentiel, donc rester à distance. Je ne sais pas si Sophie, ça vous va, ça correspond. En rencontre du public, on se protège, comme je pense va être conseillé de le faire, ou voire même imposé, hein, les transports publics, masque obligatoire, et pourquoi pas, comme dans certains pays, masque obligatoire en permanence pour tout le monde qui est à l'extérieur de chez soi. Peut-être quelques informations complémentaires. Évidemment, ça dépendra des conditions. Quand on est dans un supermarché ou quand on est dans un petit commerce de proximité, quand on est dans une mission locale ou un psychologue du travail, psychologue avec des patients, vous voyez, ça va pas être la même chose. La relation avec le public va pas être la même. Et donc, du coup, comme ça vous l'était indiqué par rapport à l'évaluation des autres risques professionnels, là, je pense que c'est la même chose, c'est-à-dire de prendre en compte le travail, dans quelles conditions on est en présence avec du public. Voilà, donc parfois ça va être en effet un écran, parfois ça va être du marquage au sol,
Hein, par exemple, on l'a vu tous quand on est allé chercher nos fruits et légumes chez le commerçant, pour justement faire en sorte que les clients respectent un minimum de distance, y compris avec les gens les personnes qui tiennent le commerce. Bah, ça va être voilà, parfois donc privilégier du travail à distance, par exemple sur les professions médicales, la téléconsultation. Ça va être aussi parfois la prise de rendez-vous plus stricte, avec du temps entre les différentes personnes. Vous voyez, tout ça, c'est vraiment à adapter, et c'est voilà, du bon sens pour justement que la barrière, on va dire, minimum de 1 mètre soit respectée, et en sachant que tout ce qui est à distance, c'est le mieux. Voilà. Merci. Et à ce titre, on peut aussi renvoyer vers les fiches éditées par le ministère, dont Marc-Antoine a parlé, je crois, et qu'on retrouvera aussi dans son exposé. J'ai une question de quelqu'un que je ne peux pas identifier puisque c'est marqué admin, donc je vais la poser pour comment formaliser la réunion CSE en visio. Donc plutôt une question à destination de la RACT, me semble-t-il. Alors, ben, comme les autres réunions, c'est-à-dire de s'assurer, alors vous avez vu, il y a des délais par rapport à l'envoi des ordres du jour qui ont un peu évolué, qui sont un petit peu plus réduits, etc. Mais l'idée, c'est de l'organisation de la réunion de la même façon, un ordre du jour avant, peut-être une précaution à avoir par rapport aux outils utilisés qui permettent, on va dire, que chacun puisse voilà, s'exprimer dans la liberté du dialogue, et puis le fait aussi d'avoir un compte rendu de la même façon pour une réunion en présentiel. Bon, après, lorsqu'il y a des votes, il y a des principes un petit peu plus voilà, rigoureux à avoir pour être sûr voilà, que chacun puisse avoir la bonne version. Enfin, ça, on peut je vais mettre un lien dans le chat donc du décret ou d'éléments plutôt méthodaux qui peuvent expliquer ça si vous le souhaitez. Mais voilà, il n'y a pas grande différence, c'est-à-dire un ordre du jour avant, un compte rendu après, et puis après le reste, c'est pas vraiment différent, quoi. Je rajouterais, si vous permettez, juste de demander à chaque membre des CSE de renvoyer un mail pour valider le compte-rendu, voir s'il y a des modifications ou pas. Ce qui veut bien dire qu'ils ont le compte-rendu, qu'ils l'ont lu, qu'ils le valident. Ça lève tout souci là-dessus concernant la validation du CSE. Vous avez l'autre exemple qu'on a en ce moment, à savoir un enregistrement vidéo, une capture d'écran, en attendant de faire une autre formalisation. Entre-temps, j'ai pu identifier l'admin qui n'est autre que Xavier Gernez. Xavier, est-ce que ces réponses te conviennent ou est-ce que je crois que tu as une question complémentaire? Si c'est le cas, je te laisse la poser. Oui, non, les réponses me conviennent, mais enfin, la difficulté de tout ça pour les petites structures, hein, où on a des CSE avec en général deux personnes, tout ça, on a tous un peu travaillé ensemble pour faire les choses et on n'a pas formalisé nos réunions depuis 2 mois, quoi. Donc, alors bon, tout se passe bien, il n'y a pas de souci, mais alors on fait des visioconférences et c'était pas comme avant, on avait notre cahier, on signait notre cahier, enfin tout de suite le formalisme se mettait en place. Là, le fait d'être en télétravail et de ne pas se voir, tout va bien, mais ça ne formalise pas de la même manière. Donc, est-ce qu'après, ça veut dire que sur le cahier, on mettra qu'on a eu des visioconférences à telle date et que ça s'est fait et que ça suffit largement? Enfin, voilà, c'était un peu ça. Puisqu'on est passé par le CSE pour toutes les méthodes qu'on a voulu mettre en place de protection, enfin, on l'a même fait ensemble d'ailleurs. Garder la trace, ça c'est important pour tout un tas de raisons, mais même si ça fonctionne bien, garder la trace en effet des différents échanges. Alors il y a les réunions de CSE, c'est une chose, oui en effet, voilà, il faut une trace formelle, ne serait-ce qu'avoir un relevé de décision, les points abordés. Enfin, quand je parle d'ordre du jour, c'est une trace aussi.
Voilà, je pense que c'est important de garder le système de PV. Et puis après, il y a tous les temps de régulation qui sont un petit peu moins, entre guillemets, formels que ces réunions, mais qui sont tout aussi importants pour fluidifier justement voilà, ce dialogue social dans cette période-là. Et le document qu'on a mis en place pour prévenir tous les salariés, pour pouvoir organiser le travail avec les plannings, enfin moi je suis expert comptable, donc avec les plannings dans le cabinet, avec toutes les mesures qu'on a prises en place, est-ce que c'est un document qu'on doit faire signer par chaque collaborateur? Non, il n'y a pas de signature particulière. C'est comme l'idée de la signature des fiches de poste n'a pas vraiment un grand intérêt. L'important, c'est que vous vous assuriez que l'information, en effet, est bien formalisée, donnée et comprise. Et voilà, c'est ce qui est le plus important. Et notamment, c'est pour ça que tout à l'heure, j'évoquais voilà, d'avoir une attention particulière au rôle des encadrants dans la période actuelle. Voilà, parce qu'eux aussi ont un rôle particulier, et notamment de remontée de difficultés qui peuvent avoir lieu voilà, par les salariés. Donc non, pas de signature particulière, ça n'est pas demandé, mais ça n'empêche qu'il est important que vous vous assuriez que l'information, la bonne information est passée, et puis qu'elle est bien comprise par les salariés. Donc voilà. Et puis il y a une autre chose, c'est aussi, on ne l'a pas évoqué, les personnes qui viennent dans l'entreprise, les fournisseurs, enfin ceux qui vont livrer, ceux qui vont, enfin, etc. Et eux aussi, il est important de bien clarifier à la fois en termes de circulation, d'information et puis de principes qui doivent être respectés. Merci. En complément, je ne l'ai pas dit tout à l'heure de ce webinaire sur le DU et les conséquences du risque Covid. On aura demain un autre webinaire qui sera animé par un avocat en droit social, donc qui pourra aussi répondre à ce type de questions. J'ai une question qui nous arrive de la Lozère, qui était au tout début du chat et que j'ai pas retenu. C'est Florence Pralon qui l'a posée. Est-ce que elle est encore avec nous? Oui, voilà. Bonjour. Oui, je suis encore là. La question a été en partie, enfin, il a été en partie répondu à ça, mais c'était de dire comment est-ce qu'on prend en compte les risques qui sont liés au Covid-19 et qui pour certains sont connus, pour d'autres peut-être moins clairs actuellement. Alors, mis à part le fait que c'est un risque qui est très important et dont la gravité est avérée. Après, on sait qu'il y a un certain nombre de choses à mettre en place. Et alors, nous, il y a une question que posent certains salariés qui est on connaît la vigilance dans l'entreprise, on ne connaît pas ce qui se passe à l'extérieur de l'entreprise pour chacun. Mais moi, je ne peux rien imposer à l'extérieur. Donc, je demande à l'intérieur que tout le monde respecte à la fois les gestes barrières, le port du masque, etc. Oui. Mais cette appréciation du risque, moi, me semble. Enfin, c'est difficile parce qu'on sait qu'on peut passer de cas. On a des cas extrêmement graves qui sont peu nombreux et on a beaucoup de cas qui sont pas graves. Et une des questions qui va derrière et qui m'est posée par les salariés, c'est est-ce qu'on a le droit de demander à ce que les gens se testent? Non. On rentre dans le côté, enfin, on rentre dans le secret médical. Vous ne pouvez pas demander de faire ce genre de test, ou alors vous n'aurez pas la réponse sur ce test. Je dis ça, en carrière, on a fait effectuer des tests de plombémie sur des salariés parce qu'il y avait suspicion. On n'a pas les résultats. Voilà, ça reste du secret médical. Donc sur ce point-là, si vous demandez à ce qu'il soit testé, vous n'aurez pas la réponse. Ça ne répondra pas en partie aux angoisses des salariés. Sur la question du test, les choses sont claires hein, dans le protocole de déconfinement du ministère du Travail là, qui est sorti ce week-end.
bon, c'est pas aux entreprises de tester. Le médecin du travail pourra éventuellement, dans certains cas, voilà, peut avoir la prérogative, ça lui a été donné dans le cadre d'une ordonnance de pouvoir tester, mais c'est dans des cas très particuliers. Donc, les tests, voilà, pareil, la prise de température, c'est pas l'entreprise de faire ça. Par contre, c'est pour ça que voir le cheminement du salarié, même de chez lui jusqu'à ce qu'il rentre chez lui le soir, ça peut être voilà, intéressant parce que du coup, vous allez aborder, vous, éventuellement dans certains principes ou certaines consignes, en tout cas, de difficultés rencontrées par les salariés, les problématiques de trajet, qui, on le sait, en termes d'exposition, un point très important. Donc, voilà, l'idée de cheminer tout au long, parce que ça vous permettra de prendre en compte aussi tout ce qui est pause, tout ce qui est machine à café, tout ce qui est, enfin, voilà, tout ce qui est aussi autour du travail et sur lequel il faut aussi avoir un regard. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Et autre point particulier, prévoyez des consignes en cas de suspicion d'une personne infectée au Covid-19. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, avoir des consignes très claires par rapport à ça. Je prends un exemple issu du protocole, même d'avoir une pièce dans laquelle elle peut être isolée, le temps de savoir ce qui va se passer, si elle peut rentrer toute seule ou pas. Et là, le médecin du travail peut être un acteur ressource pour vous aider justement à affiner un peu cette consigne. J'ai vu passer une question, oui, Xavier. Oui, je vais juste reprendre la main. J'étais en train de réfléchir. Merci Florence pour la question. Je profite de dire que vous êtes la propriétaire de la fromagerie Le Fédoux en Lozère. Voilà, ça fait un petit peu de publicité pour les Gardois et pour les excellents fromages de Lozère. Merci. Je vous en prie. Oui, j'ai une question de Stéphane Blanchard. Est-ce que tu peux poser la question, Stéphane? C'est à toi. Oui, bonjour. En fait, la plus grande difficulté pour moi à l'heure actuelle, c'est de choisir les bons moyens de protection pour les salariés par rapport aux dangers auxquels ils ont à faire face. Autant au sein de l'entreprise, il n'y a pas de souci, mais dès lors qu'on est obligé d'aller en extérieur, même si on va essayer de limiter au maximum, le fait est qu'on doit quand même continuer l'activité professionnelle. Et dans notre cas, on ne peut pas le faire uniquement à partir de chez nous. Et j'ai une problématique ce week-end. Voulant bien faire, j'ai commencé à acheter des masques réutilisables en tissu en local chez une couturière professionnelle qui a été toute paniquée de me dire « je ne peux plus vendre mes masques, j'ai des nouvelles directives qui arrivent, il faut faire des tests et je ne sais pas financer les tests et les faire dans l'urgence ». Et quand j'ai commencé à regarder de plus près, je me suis rendu compte que c'était, je ne vais pas dire la jungle, mais c'était assez compliqué de s'y retrouver. Effectivement, les professionnels sur le site de l'État, où il est fait mention de ces tests obligatoires, montrent que, effectivement, ils ont commencé à faire des tests, mais ils ne les ont pas tous faits. On n'a aucune indication sur le textile, on n'a aucune indication sur la qualité de la couture. Enfin, donc, du coup, je me suis dit, c'est bien, mais qu'est-ce que je fais avec tout ça? Donc voilà, donc je voulais voir si vous aviez des indications sur cette nouvelle directive qui est sortie, d'autant qu'elle est un peu sortie en catimini. Et ce qui m'embête, c'est de me dire que la couturière de mon quartier, de mon village, qui fait de la bonne couture selon les prescriptions de l'AFNOR, maintenant on lui dit gentiment retournez à vos tabliers et puis laissez faire les professionnels, mais qui ne me garantissent finalement pas, en tout cas je ne le vois pas, que le produit est de bonne qualité pour faire face aux dangers. Voilà. Voilà ma question, mon interrogation, un peu mêlée à tout ça. Merci Stéphane. Qui se lance? Je peux tenter quelque chose. Je ne suis pas sûr de donner une réponse satisfaisante. L'État a une obligation, ce serait bien, de santé publique. Le chef d'entreprise, lui, va protéger ses salariés. À partir de là,
on a eu un peu la guéguerre entre les masques FFP2 ou 3 et les masques alternatifs ou les masques réutilisables. Si on reste dans le code du travail, l'obligation est de protéger ses salariés. Donc on va prendre la protection qui a priori serait la plus efficace contre le Covid, à savoir des P2 ou des P3 pour son personnel. Si on reste dans la consigne générale donnée par l'État aux Français, un masque réutilisable pour tout le monde ferait le boulot, sauf que la protection n'est pas du tout la même. Les masques P2 ou P3 protègent le porteur. Par contre, la plupart sont équipés d'une valve, ce qui fait que l'air est expulsé. Or, les masques alternatifs, ceux de la couturière par exemple, ne protègent pas le porteur, mais protègent tous ceux qui sont autour des projections. Donc on a un petit peu un conflit entre un masque qui va protéger le porteur, mais qui ne va pas empêcher la projection, et celui qui n'empêchera la projection et qui protégera les autres sans protéger le porteur. Le pari du gouvernement est de faire porter à tout le monde ces masques alternatifs pour qu'en gros, il n'y ait plus de postillons échangés et limiter le Covid dans l'air. Aujourd'hui, si je suis chef d'entreprise et que j'ai des masques FFP2 ou FFP3, je vais prendre ces masques-là. Si je veux en plus protéger le public, mes clients, je ferai, comme j'ai vu faire, mettre par-dessus la valve une protection alternative pour qu'il n'y ait pas diffusion de ces aérosols pour les autres. Voilà, c'est un peu la question peau de banane du moment. Merci Stéphane de la poser. Donc, j'espère bien avoir glissé dessus. Je ne suis pas sûr de t'avoir bien répondu. Si je peux me permettre en complément. Je vous en prie. Je vous ai envoyé dans le chat le lien donc, du protocole de sortie de confinement dans lequel vous retrouverez justement des éléments qui vont vous aider à choisir le type de masque. En gros, il y a 3 types de masques, les FFP, les masques chirurgicaux et les masques dits alternatifs, donc grand public. Les 2 premiers sont réservés, en tout cas selon les directives à aujourd'hui données par le ministère, aux professionnels de santé. Voilà. Donc, tous les autres secteurs d'activité, alors bien évidemment, je ne parle que du Covid, hein, on ne parle pas éventuellement des risques par rapport donc de l'adaptation de certaines protections individuelles à des risques d'inhalation d'autres substances, enfin, voilà, sur lesquelles il y a des préconisations qui sont dédiées. En tout cas, en ce qui concerne le Covid, pour tout ce qui n'est pas professionnel de santé, les masques alternatifs, donc qui comportent 2 catégories, la catégorie 1 et la catégorie 2. Donc pour toutes les activités qui sont en contact très régulier avec le public, ce sera la catégorie 1 qui sera préconisée puisqu'elle filtre 90% des particules. Je ne rentre pas dans le détail. Et puis pour les autres, les gestes, la distanciation est quand même à préconiser, parce qu'on se dit toujours que les masques, c'est le 8e principe général de prévention. Donc avant, il y a tout un tas de choses, notamment la distanciation. Et donc voilà, là où le port du masque, de toute façon, est préconisé que quand il y a proximité. Mais avant tout, c'est de favoriser la distanciation. Donc voilà, dans ce document, vous retrouverez voilà, tous les éléments qui sont mis à jour régulièrement par le ministère du Travail. Merci. On a quand même un sacré trou dans la raquette. Parce que nous, les chefs d'entreprise, on parle là essentiellement de protection de nos salariés. On est quand même obligé d'assurer le suivi de la santé de nos salariés. C'est la raison pour laquelle nous avons, pour la plupart, adhéré à des services de santé au travail. Qui mieux qu'un service de santé au travail pourrait, dans la mesure où nous en sommes quand même adhérents, hein, on paye une cotisation, qui mieux qu'un service de santé au travail devrait être là pour nous accompagner et pour pouvoir répondre aux questions qu'on est en train de poser. Alors je parle même pas de se servir des finances
qui sont dans la plupart des cas très largement excédentaires pour acheter des masques et les distribuer gratuitement à ses adhérents. Je ne vais pas jusque-là, mais je pourrais assez facilement y aller, mais à minima assurer le soutien que se doivent d'attendre n'importe quel adhérent de n'importe quelle association. Donc là, je trouve, titre perso, qu'on a un sacré trou dans la raquette. C'est le cas dans le Gard pour ceux qui sont adhérents à la médecine du travail. Je ne sais pas exactement ce qui se fait ailleurs, mais j'aurais été président d'un service de santé au travail dans une période où on réfléchit à les supprimer, etc., etc. Je vous dis que je ne serais pas dans la situation dans laquelle ils sont. On est totalement esselé face à ces difficultés, mais c'est pas grave, encore une fois, on va assumer. Excusez-moi, c'était peut-être un petit peu mon coup de gueule, mais c'est vraiment quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Mais c'est ainsi. Daniel, est-ce que tu as une question? Je crois que c'est le cas. Oui, merci Xavier. Je voulais d'abord apporter un petit complément d'information sur ce qu'avait dit Marc concernant le risque et le danger. C'est des mots que vous allez certainement croiser dans divers documents pour vous donner une idée. Vous avez une piscine, le danger c'est l'eau, le risque c'est la noyade. Voilà. Après, j'aurais une question pour Marc ou pour Dominique concernant les fiches de données de sécurité, parce que pour les gens comme moi, imprimeurs, qui ont un risque chimique, vous avez forcément des fiches de données de sécurité. Ça, c'est peut-être bien de compléter des explications sur leur date de validité, par exemple. Et puis, je terminerai pour répondre à Sophie concernant les sanctions. Sophie, face à toi, tu as des préventeurs. La sanction arrive à un moment où la prévention a un peu échoué. Pour avoir eu une très très mauvaise expérience en Guadeloupe il y a quelques années dans une vie précédente avec un accident du travail mortel, on bascule dans un autre monde lorsqu'il y a un accident de travail. On n'est plus dans un monde professionnel, on est dans un monde géré par les forces de l'ordre et par les juges. Et là, on n'y comprend plus rien. Donc, il vaut mieux s'approprier le vocabulaire du préventeur et du document unique pour éviter de basculer dans ce monde-là. Voilà. Les fiches de données de sécurité, messieurs, madame, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots, s'il vous plaît? Merci. Alors, les fiches de données, ah, vas-y. Je compléterai, vas-y, Marc. Non, vas-y, je te laisse. Je compléterai. Donc, les fiches de données sécurité, c'est obligatoirement accessible par le fabricant d'un produit et qui relate les moyens d'utilisation et les moyens de se protéger, la sécurité, éviter une brûlure immédiate, par exemple, et aussi les effets à long terme sur la santé. Elles doivent être rappelées par rapport au risque chimique. On va parler de risque chimique dans le document unique chaque fois que le risque chimique aura été identifié. Là, dans le cas pour Daniel, l'imprimerie, oui, effectivement, il y a des solvants, il doit y avoir des produits, il y a des encres, il y a tout cela. C'est le risque chimique. On l'évalue à un certain niveau et on va le rabaisser lorsqu'on appliquera la fiche de données sécurité. Donc, il faut qu'elle soit accessible et applicable. Je rajouterais, effectivement, le fabricant la doit, mais votre revendeur est l'intermédiaire et doit vous la fournir. C'est quelque chose, c'est un dû. Quelqu'un vous vend un produit, vous lui demandez la fiche de données de sécurité, il vous la doit. Dans cette fiche de données de sécurité, il y a des rubriques qui sont normées avec des prescriptions pour l'utilisation du produit, avec des risques et des consignes à respecter, ne serait-ce que pour les produits ménagers que vous avez sous l'évier, que tout le monde a sous l'évier, et à portée des enfants, bien entendu. Je vous invite à lire les étiquettes qui sont dessus, et vous verrez qu'on n'utilise pas du tout les produits chimiques en appliquant les consignes, qui sont pourtant claires déjà sur les produits. Ensuite, la question qui a été posée de la date de validité d'une FDS, généralement, une entreprise un peu consciencieuse va faire une réévaluation, une réédition, une revue de sa FDS tous les 3 ou 5 ans. Donc, vous pouvez vous noter, c'était un petit peu aussi ce dont je parlais dans ma veille tout à l'heure,
de redemander à vos fournisseurs des fiches de données de sécurité à jour quand vous voyez que la date de la fiche commence un petit peu à dater. Voilà. Merci pour ces réponses. Il nous reste un quart d'heure. Je vois une question de Aude Grosjean concernant. Vous pouvez la poser si vous le souhaitez, Aude. Oui, on vous Bonjour, écoute. bonjour à tous. Bonjour, Aude. Alors oui, je me questionne vraiment sur finalement pourquoi cette question de la prévention donc à la fois est si importante et en même temps elle est très difficile à traiter dans les PME et les TPE. Voilà. Et je me questionne vraiment sur ce qu'il faudrait mettre en place, quel type de communication, enfin, où est-ce que ça pêche pour qu'on soit plus efficace sur ces questions-là dans les petites entreprises. Oui, Marc-Antoine, c'est plutôt une question à destination des chefs d'entreprise présents que de vous, messieurs, mais j'imagine que comme c'est votre marché, vous avez dû l'analyser. Tout à fait. Si un chef d'entreprise a une réponse, qu'il n'hésite pas à la partager aussi. Mais effectivement, un chef d'entreprise aujourd'hui va se concentrer sur son cœur de métier. S'il ne maîtrise déjà pas son activité, il ne maîtrisera pas les à côté. Ensuite, je parlais du choc de simplification de manière largement ironique tout à l'heure, puisque la législation ne faiblit pas et au contraire, on empile les couches. On se retrouve avec un millefeuille aujourd'hui que le chef d'entreprise n'a pas du tout le temps ni forcément la compétence, parce que ce n'est pas son métier de s'occuper de ça. Donc, pour faire en sorte que ce soit moins compliqué, il faudrait peut-être qu'il y ait, on va toujours en passer par la formation, formation pour un chef d'entreprise, mais ça pourrait être une formation beaucoup plus large à inclure dans l'éducation de la jeunesse aujourd'hui, puisque la prévention prend de plus en plus de place. Les jeunes aujourd'hui qui arrivent en entreprise ont déjà cette culture. Quand on leur demande de mettre un casque, ça passe beaucoup mieux qu'avec les vieux briscards qui nous expliquent qu'ils font ça depuis 20 ans et qui ne vont pas changer maintenant. Donc, à part changer notre façon, notre programme éducatif pour que tout le monde puisse suivre ce genre de choses et s'entourer effectivement de personnes qui ont la connaissance, ça peut passer par ce genre de journée, ce genre de thématique qu'on aborde maintenant. Alors, peut-être une réponse à... Je rajouterai que le chef... Vas-y. Le chef d'entreprise, bien sûr, avez, vous, en tant que chef d'entreprise, d'autres préoccupations que la prévention, mais elle est présente toujours dans votre tête, et que il se peut que vous passiez à côté, comme tu as dit, les trous dans la raquette. Donc, il y a soit la compétence elle est interne. Vous avez une obligation, que l'entreprise a une obligation de désigner un référent en santé-sécurité, ce qu'on appelle un salarié désigné compétent, depuis 2011. Toute entreprise doit dire c'est cette personne-là, mon salarié désigné compétent, qui va donc promouvoir la santé-sécurité et pousser la santé-sécurité auprès de toi, Xavier, chef d'entreprise. Il va te dire attention, patron, chef, il y a ça ou ça, vous avez, il y a ça et ça, il faut qu'on travaille dessus. Si on ne peut pas le faire, on se fait aider par l'extérieur. Donc, soit on a la compétence en interne, soit on va la chercher en externe. Auprès, on l'a vu passer auprès des IPRP, et on forme le personnel et on développe la culture sécurité. On doit s'appuyer, on a l'obligation de présenter qui est le référent sécurité de l'entreprise. Entendu. Peut-être une réponse à cette question de quelqu'un qui a une vue d'ensemble, puisqu'il gère quelques clients. Xavier Gernès, peut-être? Oui, moi je pense que quand ça a été mis en place, d'abord ça a été perçu comme une contrainte supplémentaire pour la plupart des entreprises. Et que d'entrée de jeu, ben voilà, encore un truc de plus à faire, encore une responsabilité qui porte sur les chefs d'entreprise. Et on le voit bien qu'avec le Covid, c'est aussi ce qui arrive. Hein. On parle de responsabilité pénale du dirigeant, enfin voilà, on met plein de choses sur le dirigeant, voilà, ce qui fait qu'il n'y répond pas. Après, je pense qu'il y a eu aussi un vrai problème, c'est que à vouloir faire un outil adaptable à tout le monde, on n'a pas trouvé de support sur lequel se baser au démarrage quand on a voulu mettre ça en place. Alors, moi, je parle pour des petites structures. Hein, voilà, pour tous les gens qui sont organisés, qui en ont besoin parce qu'il y a déjà un danger dans la structure, voilà, ça se met en place plus ou moins bien, mais ça se met en place. Mais dans les autres entreprises, ça ne s'est pas mis en place parce que il n'y avait pas le vrai support en disant aux gens, vous pouvez choisir, faites un tableau Excel.
ben voilà, ça passe aux oubliettes. Alors, je pense qu'il y aurait eu déjà à l'origine, quand c'est sorti, un formalisme à améliorer. Là, pareil pour le Covid. Je pense qu'on mettrait déjà une ligne à peu près remplie des mesures à faire et des organisations. Les gens le rempliraient dans leurs documents, se poseraient un certain nombre de questions-réponses et traiteraient pour la majorité de nos dossiers 80% des choses. Après, il restera les 20% où là, il y a besoin de professionnels et de gens plus dans le cœur du métier. On fait, à vouloir faire que du spécifique et que des choses un peu trop difficiles, on supprime du spectre beaucoup d'entreprises qui ont quand même des dangers. Voilà. Et même nous, les cabinets d'expertise comptable, on a des dangers avec l'électricité, des choses comme ça. Voilà. Même si on manipule rien de particulier, il y a toujours des zones où on peut mettre en danger ses collaborateurs et auxquelles il faut que le dirigeant se protège lui-même en protégeant ses salariés aussi. Alors, je veux bien juste une petite une contribution à cette question. Moi, j'ai jamais vu de salarié ni de chef d'entreprise avoir envie d'avoir des accidents du travail. Donc déjà, voilà, il y a des choses qui se font naturellement dans les entreprises et quelque part, voilà, je pense que chacun j'ai vraiment rencontré dans toute ma vie professionnelle, j'ai quasiment rencontré personne, mais vraiment j'ai rencontré personne qui avait envie, voilà, qui avait voilà, une perception négative par rapport à ce sujet. Mais c'est vrai que ça a été considéré comme une contrainte supplémentaire à côté de beaucoup d'autres contraintes qu'ont les chefs d'entreprise en matière de formalisme. Et je pense que ce qu'on peut se dire, c'est qu'il faut se rassurer par rapport à ça. L'évaluation des risques, même si le document unique n'est pas formalisé ou comme il faut, etc., il y a déjà des choses qui existent. Donc, l'idée, c'est vraiment de partir de ça. Et parfois, il y a voilà, juste un petit palier supplémentaire de formalisation à faire. Et en effet, voilà, ça vous a été présenté tout à l'heure, tout un tas d'outils clés en main qui marchent, un tableau dans lequel il y a à la fois l'évaluation des risques et les actions de prévention. C'est hyper astucieux et ça donne du sens. Parce que c'est vrai que parfois, on ne voit pas le sens de ce document unique. Et dans la période actuelle, où la santé au travail n'a jamais eu une telle place en matière dans les entreprises, parce que quelque part, c'est quand même quelque chose de relativement inédit, bah peut-être que ça va donner voilà, davantage de sens à ce fameux document unique, parce que tout le monde va être obligé de passer par la réévaluation, la réévaluation des risques. Donc voilà, peut-être que ça apportera un peu plus de sens par rapport à ce qui existait jusqu'à aujourd'hui. Merci d'avoir souligné le grand nombre de réglementations que nous devons assimiler. J'aurais pas répondu à autre chose. Et effectivement, on se concentre sur ce qu'on considère comme étant des difficultés au risque d'être hors la loi. Et de temps en temps, on est malheureusement hors la loi parce qu'on peut difficilement faire autrement. Ceci étant dit, il ne faut pas se complaire dans cette situation et il faut faire en sorte de se mettre dans les clous. Il nous reste juste 7 minutes pour tenir le timing. Je voulais vous rappeler, vous informer qu'on va on va vous envoyer aujourd'hui ou demain une liste des adhérents CPME qui sont en capacité de vous fournir des produits, que ce soit du gel hydroalcoolique, que ce soit des masques, que ce soit des gants. Donc on a lancé la consultation il y a quelques jours et on est en train de finaliser les retours. Donc vous aurez des fournisseurs de proximité qui plus est adhérents de CPME qui vont pouvoir répondre à vos demandes concernant les moyens de protection. Moi, j'ai pas posé de question, alors j'en ai qu'une seule qui me paraît être assez pragmatique. Moi, j'ai une seule question. Qu'est-ce qu'on fait d'ici à lundi? Et est-ce que on aura eu le temps de faire des choses d'ici à lundi qui permettront est-ce qu'on peut formaliser quelque chose d'ici à lundi? Voilà, vraiment une question pratico-pratique pour les chefs d'entreprise. Nous, on a mis en place un document. Ah. Vas-y. Qui parle? Alors, Dominique. Allez, Dominique.
D'ici lundi, on s'inquiète, là, juste après qu'on raccroche, on va chercher sur la fiche conseil de notre métier. Si on a la chance que notre métier ait été ausculté et détaillé, on récupère cette fiche et on tente d'appliquer cette fiche. Si on ne peut pas, je vais juste dire, on se donne des moyens et on décale le redémarrage jusqu'au moment où on pourra au minimum appliquer cette fiche. Il y en a plus de 46 qui sont, j'ai commencé à les compter, donc voilà, elles sortent, ça se met à jour en permanence sur 60, on estime. Donc ils arrivent presque au bout. Ils ont certainement fait la plupart des les principaux métiers. Il n'y a pas de principal, mais voilà. Là, on parle des fiches qui sont métiers sur le site du ministère du Travail, donc je vais essayer de trouver le lien. Oui. Ok, pendant ce temps. C'est les plans de reprise d'activité, fiche conseil métier. On peut taper ça dans Google et on tombera dessus. D'accord. Votre métier, je vous le mets dans le chat. Voilà. Également des guides par branche, voilà, fédération professionnelle, qui aussi également doit se mettre au fur et à mesure sur le site. Il y en aura, voilà, toutes les fédérations, donc généralement elles sont construites avec les partenaires sociaux, n'auront pas fini d'ici le 11 mai, mais entre les protocoles, on va dire un peu généraux, plus les fiches métiers, plus les guides, voilà, ça vous donne quand même un certain nombre d'éléments. Alors, quoi faire d'ici lundi? Les partager probablement si vous avez un CSE avec vos représentants des salariés et peut-être aussi de se mettre d'accord sur la façon dont ce que vous pouvez faire d'ici lundi et ce qui sera encore à faire ensuite. Et en effet, peut-être qu'il y a une période transitoire pour être vraiment prêt. Je voulais juste dire, moi j'ai eu toutes mes réunions avec mes salariés là-dessus, ils l'attendent. Hein. Alors, même dans les endroits où il n'y a pas de CSE, ils attendent ces réunions pour qu'il y ait une règle du jeu qui soit mise en place pour cette ouverture dessus. Alors après, il y a toutes les personnes qui ont des enfants ou qui ne savent pas comment est-ce qu'elles seront disponibles ou pas. Mais le fait d'avoir entamé avec les collaborateurs la discussion, ça a déjà rassuré beaucoup de monde parce que c'est quand même un moment d'angoisse pour nous, en tant que chef d'entreprise, pour nos clients, mais aussi pour nos collaborateurs. Hein, et ce n'est pas des petites angoisses, quoi. Donc, il faut faire un écrit avant le 11. Entendu. J'ai peut-être la place pour une dernière question de Rémi. Rémi Bouscarin, est-ce que tu peux poser ta question, Rémi? Il nous reste 3 minutes. Vas-y. Oui, vous m'entendez? Oui, on t'entend, c'est bon. Vous m'entendez? Oui, Rémi, on t'entend. Voilà, donc ma question, c'est pour le personnel qui est à l'accueil du public, des clients. Qu'est-ce que l'on doit mettre en place? Est-ce que l'on doit mettre en place le système avec les visières, le masque, les hygiaphones ou la combinaison de plusieurs de ces systèmes? La protection collective serait l'hygiaphone. Elle est plus efficace que les protections individuelles. Donc, je pense qu'un écran, comme on voit dans les supermarchés ou autres, je pense qu'à travers l'écran, rien ne passera. Et peut-être en amont, est-ce qu'il y a possibilité de garder une relation avec le public à distance? Ça, c'est la première question à se poser. Et en effet, quand ça n'est pas possible, à ce moment-là, en privilégiant voilà, la distanciation et puis quand ça n'est pas suffisant, de prévoir un plexiglas, donc protection collective. Et quand ça n'est pas possible, arriver à la protection individuelle. C'est vraiment toujours le cheminement à avoir pour chaque condition d'exposition au risque. Et donc, dans ce cadre-là, la suite de ma question que j'avais posée précédemment, qu'est-ce qu'il en est du droit de retrait? Est-ce qu'on peut avoir un salarié qui, par rapport à un masque, par exemple, on fournit un masque grand public et il prétexte que c'est pas un masque FFP2 et il fait valoir son droit de retrait ou une visière à défaut d'un hygiaphone plexiglas et il dit que ça n'est pas adapté. Qu'est-ce qu'il en est de l'interprétation? Alors,
plus vous construirez avec les salariés et moins vous serez, voilà, vous risqueriez d'avoir des droits de retraite qui peuvent être décalés par rapport à la réalité. Bon, le droit de retrait, c'est un droit, et donc du coup, voilà, chaque salarié peut le poser. Mais voilà, quand on dialogue en amont, quand voilà, plus on informe, plus on forme, plus on construit avec eux, et voilà, moins vous aurez de probabilité d'avoir de droits de retrait. Ça, c'est une chose. Après, on peut se tromper, on peut avoir la mesure de prévention qui ne soit pas la plus adaptée, et donc du coup, voilà, un droit de retrait engagé. Eh bien là, l'idée, c'est bien évidemment de le travailler avec les membres du CSE, et puis ensuite, il y avait aussi des questions dans le chat sur le rôle de l'inspection de la directe. Donc l'inspection du travail aussi peut apporter son avis par rapport à son droit de retrait, puisque actuellement dans une mission, beaucoup d'une mission, on va dire, de plus de contrôle et d'intervention dans l'urgence que vraiment de conseils comme ça peut l'être dans certaines situations. Donc voilà, la directe va pouvoir trancher si c'est nécessaire. Mais c'est vrai que plus vous construisez en amont, moins il y a de risque d'avoir ce genre de situation. Merci. Écoutez, merci. Il est 16h30, on tient le timing. Juste vous rappeler en conclusion, donc vous aurez une liste des fournisseurs qui pourront vous fournir les éléments nécessaires, qu'on va vous envoyer dans la foulée le plus rapidement possible les PDF des présentations qui viennent de vous être faites, et que demain à 16h30, si ma mémoire est bonne, ou 16h, vous trouvez tout ça sur les réseaux sociaux. On a un webinaire avec Jérémy Crépin qui va parler de l'individualisation du chômage partiel, mais qui va aussi aborder le volet reprise du travail, plan de reprise d'activité. Et donc, c'est un peu la continuité du webinaire de ce jour. Voilà, il me reste à remercier nos 3 intervenants et chaleureusement, merci beaucoup d'avoir participé à notre webinaire cet après-midi. Merci à Daniel d'avoir eu l'idée de le mettre en place et de s'être occupé de tout ce qui est organisation. Merci Daniel. Merci à Isabelle et Corinne qu'on ne voit pas, qui n'interviennent pas, mais qui sont bien présentes, qui font un travail de back-office formidable pendant cette période. Et voilà, et merci à toutes et à tous pour votre présence et la qualité de nos échanges. Je vous dis à très bientôt pour ceux qui pourront être disponibles. C'est demain après-midi. Allez, au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Ça va, Xavier? C'est pas trop dur à ce moment, l'activité? T'as pas ton micro allumé. Faut que tu allumes. Ah bah du coup, ah bah non, bah du coup il a coupé.